Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous être rendus disponibles pour cette conférence de presse qui me paraît légitimée par l'importance de l'enquête et la mobilisation de chacun qui a accompagné les faits de cambriolage au musée du Louvre. Alors, si je m'exprime aujourd'hui devant vous, c'est parce que l'enquête sur le cambriolage du Louvre a suscité un considérable émoi, mais elle a aussi connu des avancées majeures. Sont présents à mes côtés Monsieur le commissaire général Carreau, qui est le chef de la brigade de répression du banditisme, Monsieur le colonel de gendarmerie Jean-Baptiste Félicité, qui est le chef de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, et un peu plus loin à ma gauche, Monsieur Florent Bourrat, procureur adjoint en charge de la division de la GIRS et de la JUNALCO, donc de la division de la criminalité organisée du parquet de Paris. J'ai voulu qu'ils soient les uns et les autres à mes côtés afin de saluer l'engagement exceptionnel de l'ensemble des services placés sous leur autorité respective, et je les en remercie très sincèrement. Depuis les faits, cette enquête est dirigée par les parquetiers de la GIRS, donc de la juridiction interrégionale spécialisée du parquet de Paris. 7 jours sur 7, jour et nuit, magistrates et magistrats ont pu délivrer ou obtenir des juges des libertés et de la détention toutes les autorisations nécessaires à une action dans la plus grande immédiateté. Tous les policiers de la BRB, brigade de répression donc, du banditisme, de la préfecture de police, se sont sans discontinuer mobilisés dans la traque des voleurs et dans la recherche des bijoux. À leur côté, ont conjugué leur savoir-faire dans les mêmes objectifs les enquêteurs de l'OCBC, tous les spécialistes du service régional de police technique et scientifique qui ont réalisé et analysé plus de 150 prélèvements, les laboratoires de la préfecture de police qui ont réalisé dans la plus grande urgence les expertises nécessaires, les policiers de la BL2C, donc de la brigade de lutte contre la cybercriminalité, qui ont déployé toutes les investigations techniques sur la cyber, la brigade de recherche et d'intervention, qui a été engagée dans les opérations d'interpellation. Ont également été sollicités les renforts des autres brigades de la police judiciaire parisienne, la brigade criminelle, la brigade de protection des mineurs, la brigade de répression du proxénétisme, la brigade d'exécution des décisions de justice, la sous-direction cyber et financière, ainsi que tous les services territoriaux. En résumé, je veux souligner cette mobilisation exceptionnelle de tous. Au total, une centaine d'enquêteurs ont travaillé tout au long de la semaine, nuit et jour, pour identifier au plus vite les malfaiteurs et tenter de retrouver les bijoux. La procédure comporte actuellement 189 scellés de toute nature qui ont été constitués sur les lieux du vol et lors des perquisitions. C'est grâce à tout ce travail que le samedi 25 octobre, dans la soirée, il a pu être procédé à l'interpellation de 2 hommes. L'un a été arrêté à 20 h à l'aéroport de Roissy, alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Algérie sans billet de retour pour la France. Le deuxième suspect a été interpellé à 20 h 40 à proximité de son domicile. Rien ne permet d'affirmer qu'il était en partance pour l'étranger, contrairement à ce que certains médias ont diffusé. Ces 2 hommes sont soupçonnés d'être ceux qui ont pénétré dans la galerie d'Apollon pour s'emparer des bijoux. Le premier, âgé de 34 ans, est de nationalité algérienne. Il vit en France depuis 2010, plus précisément à Aubervilliers. Il était sans activité au jour de son interpellation, mais il avait auparavant exercé les professions de ripper et de livreur. Déjà connu des services de police et de justice pour des faits relevant essentiellement de la délinquance routière, il a également été condamné pour un fait de vol. Il a été ciblé grâce aux traces ADN retrouvées sur un des scooters ayant servi aux malfaiteurs. Le deuxième suspect est âgé de 39 ans. Il réside à Aubervilliers, où il est né.
Il déclare exercer clandestinement l'activité de chauffeur de taxi, mais avait lui aussi exercé la profession de livreur. Il est déjà connu pour des faits de vol aggravés, perpétrés en 2008 et 2014, et il est par ailleurs sous contrôle judiciaire dans une autre affaire de vol aggravé qui doit être jugée en novembre au tribunal correctionnel de Bobigny. Il a relaté au cours de son audition que sur les faits de vol lui ayant valu ces condamnations, il s'agissait d'un fait de vol dit à la voiture bélier sur un distributeur automatique de billets. Son ADN a été retrouvé sur une des vitrines fracturées ainsi que sur des objets abandonnés au cours de la fuite. Contrairement à ce qui a pu être affirmé dans certains médias, cet ADN ne résulte pas de l'exploitation d'un cheveu ni de l'exploitation d'un gilet jaune. À l'heure où je vous parle, tous deux ont partiellement reconnu leur participation aux faits devant les enquêteurs. Ils sont actuellement en cours de présentation devant les magistrats instructeurs en vue de leur mise en examen pour les infractions de vol au pluriel en bande organisée, crime faisant encourir la peine de 15 ans de réclusion criminelle et d'une forte amende. De la même façon, la qualification d'association de malfaiteurs a été retenue, délit faisant encourir la peine de 10 ans d'emprisonnement. Ils seront ensuite présentés devant un juge des libertés et de la détention, leur placement en détention provisoire ayant été requis. Ultérieurement, ils seront entendus par les magistrats instructeurs et seront libres de faire évoluer leurs déclarations. L'ensemble des membres de l'équipe de malfaiteurs n'ayant pas été interpellés, je ne détaillerai pas davantage les éléments dont nous avons connaissance. Le dossier, désormais accessible aux avocats des personnes présentées, l'enquête reste en revanche secrète vis-à-vis des personnes encore recherchées. Les bijoux ne sont, à l'heure où je vous parle, pas encore en notre possession. Je veux garder l'espoir qu'ils seront retrouvés et pourront être rendus au musée du Louvre et plus largement à la Nation. Ces joyaux sont dorénavant, bien évidemment, invendables. Pour rappel, s'il en était besoin, quiconque les achèterait se rendrait coupable à son tour de recel de ce crime. Il est encore temps de les restituer. S'agissant du déroulé des faits, nous savons maintenant que le camion nacelle qui a été utilisé pour pénétrer dans la galerie d'Apollon avait lui-même été volé le 10 octobre 2025, peu avant 9 heures, dans une commune de Louvre, dans le Val d'Oise, 10 octobre 2025. La victime de ce vol a expliqué avoir été sollicitée pour un déménagement. Arrivée sur le lieu du rendez-vous, elle avait été maintenue sur place par 2 hommes qui s'étaient emparés des clés et de son véhicule. Un minutieux et monumental travail d'analyse des vidéosurveillances de la ville de Paris, de tous les secteurs pensés comme lieu d'arrivée sur les lieux des faits et de fuite, a été effectué par les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme. Cela a permis de reconstituer le parcours des malfaiteurs avant l'attaque du Louvre. Nous avons ainsi pu comprendre que ceux-ci s'étaient d'abord retrouvés à un point de rencontre. Ils ont alors changé de véhicule avant de se rendre au musée du Louvre. L'exploitation des caméras de vidéosurveillance du musée et de la ville de Paris a révélé également la présence d'au moins 4 malfaiteurs sur le lieu de commission des faits. 2 d'entre eux, vêtus de gilets jaunes afin de se faire passer pour des ouvriers, se sont hissés avec la nacelle, manœuvrés par leurs comparses, à hauteur de la galerie d'Apollon. Ils en ont brisé la vitre à 9h34, se sont dirigés vers 2 vitrines d'exposition, dont ils ont découpé la vitre, le verre à la disqueuse, et ils se sont emparés des bijoux. À 9h38, ils sont ressortis par le même moyen. La couronne d'Eugénie qu'ils ont laissé tomber au cours de leur fuite a pu être récupérée par les enquêteurs.
la directrice du Louvre a fait savoir combien il serait délicat de la restaurer. Les employés du Louvre présents dans la galerie ont veillé à l'évacuation sans danger des visiteurs. Une vingtaine de témoins a été entendus par les enquêteurs. Si l'irruption des intrus dans la galerie et l'usage des disqueuses ont pu effrayer, personne n'a spécifiquement évoqué avoir été menacé. Contrairement à ce qui circule dans certains médias, rien ne permet à ce stade d'affirmer que les malfaiteurs auraient bénéficié d'une complicité quelconque au sein du musée. Certains ont vu les fuyards tenter d'incendier le camion nacelle par lequel ils sont arrivés. Des traces d'essence ont effectivement été retrouvées sur le véhicule ainsi qu'un jerrycan. L'arrivée concomitante des services de police et de sécurité du musée a empêché les malfaiteurs d'y mettre le feu. Les deux voleurs ont donc rejoint les deux autres malfaiteurs et ont pris la fuite sur les deux scooters par les quais de Seine. Ils ont rejoint leurs autres véhicules stationnés à distance pour prendre la direction de l'Est parisien. Désormais, les investigations se poursuivent sous la direction de 2 magistrats instructeurs du pôle de lutte contre la criminalité organisée, avec la même détermination collective, le même soutien du parquet et évidemment les mêmes objectifs. L'émoi et la curiosité de chacun sur cet événement se comprennent aisément. Toutefois, la suite des investigations, je le rappelle, nécessite pour être menée de manière efficace la plus grande sérénité et la plus grande discrétion. C'est la raison pour laquelle je n'en dirai pas davantage ce soir. Si de nouveaux éléments étaient communicables, nous reviendrions vers vous ultérieurement. Merci de votre attention et je vais maintenant prendre quelques questions, même si évidemment je ne pourrai pas répondre à tous et ne pourrai pas vraiment aller au-delà de ce que je viens de vous préciser. Merci beaucoup. Je ne sais pas si certains souhaitent. Bonjour, Maxime Clérusa pour BFM TV. Est-ce que vous avez des pistes de l'ADN éventuellement pour les 2 autres malfaiteurs toujours en fuite? Merci. Comme je vous l'ai dit, nous avons beaucoup d'éléments à exploiter et bien sûr les investigations se poursuivent, mais je n'en dirai pas plus. Bien, ça fait partie des techniques policières habituelles, c'est-à-dire que, encore une fois, ce qu'il faut souligner dans ce dossier, c'est la mobilisation intense de l'ensemble des services enquêteurs. Je les ai détaillés tour à tour parce qu'ils sont effectivement très nombreux. Ce week-end et les jours suivants, non seulement les services spécialisés dans la répression du banditisme, mais toutes les brigades centrales et tous les services territoriaux de la préfecture de police et tous les enquêteurs, ont exploité l'ensemble des scellés. Soit c'est dans un cas, c'est la piste de la vidéoprotection qui est exploitée, soit ce sont les traces ADN qui parlent, et puis lorsque ces traces ADN sont recueillies, on les compare. Si ces gens, et vous l'avez vu, puisque les 2 suspects qui sont présentés aujourd'hui devant le magistrat instructeur sont déjà connus de la police, nous avons ce que les services de police appellent le match. Et une fois que les dossiers matchent, il faut retrouver les adresses actuelles et puis ensuite procéder aux interpellations. Vous le savez, je crois que ce n'est pas la peine de le dissimuler aujourd'hui. L'annonce du départ possible d'un des suspects le samedi a évidemment entraîné une accélération des interpellations auxquelles nous souhaitions procéder. Mais là encore, je dirais que la mobilisation et la technicité des services policiers qui étaient sur le terrain a permis de procéder à ces interpellations. Je n'en dirai pas davantage sur leur déclaration. D'abord, pour une raison, c'est parce qu'ils sont en train de s'exprimer peut-être à nouveau devant les magistrats instructeurs et que je ne souhaite pas en dire davantage. Et puis, même si vous êtes tous très attentifs, je ne saurais complètement exclure le fait que leurs comparses et leurs co-auteurs puissent écouter ce que je vous dis. Et dès lors, ma réserve tiendra également à ce fait.
Alors aujourd'hui, donc, de toute façon, aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, lorsque nous aurons des éléments nouveaux, et je l'espère que nous les aurons, cette conférence de presse s'effectuera à plusieurs voix dans cette temporalité des investigations. Pour le moment, je prends seule la parole aujourd'hui et la présence des enquêteurs à mes côtés, encore une fois, c'est pour saluer leur travail collectif. Je ne répondrai pas sur l'intégralité des auteurs qui sont susceptibles d'être impliqués dans cette enquête, car encore une fois, comme j'ai eu l'occasion de le dire au tout début de mes prises de parole, nous avons, par les systèmes de vidéo surveillance et protection, identifié avec certitude la possibilité de l'implication de 4 malfaiteurs. Nous n'excluons pas la possibilité d'un groupe plus large avec un commanditaire, voire une personne susceptible d'être destinataire des joyaux qui ont été dérobés. Je ne répondrai pas à cette question parce que vous répondre, ça serait indiquer un certain nombre d'éléments dont nous souhaitons continuer les exploitations et également répondre à dire à peu près ce qu'ils auraient pu déclarer. Ce à quoi je me refuse. Voilà. Encore 2 dernières questions et après je vous remercierai de votre attention. Oui. Donc, comme je vous l'ai dit, le fait qu'ils allaient voler des bijoux ne me fait, dans mon état d'esprit, aucun doute. La suite de l'histoire démontrera ou nous démontrera collectivement la manière dont ils ont structuré leurs opérations que j'ai qualifiées d'opérations commando. Leur profil, encore une fois, je vous l'ai décrit, c'est-à-dire que pour certains, c'était essentiellement des profils de délinquants routiers plus déjà connus pour un fait de vol. Mais sans circonstances aggravantes. Et quant au deuxième suspect, il était connu pour un certain nombre de faits, dont des faits de vol, et l'un plus particulier, mais ça, là, je vous livre ses propres déclarations sur son histoire judiciaire, c'est-à-dire des faits de vol aggravés qui consistaient dans un vol voiture bêlée, c'est-à-dire on fonce sur les distributeurs de billets pour s'emparer des biens qui y sont mis. Merci. Pour le moment, les investigations se poursuivent et ça fait partie des choses sur lesquelles je ne souhaite pas m'exprimer aujourd'hui. Je vous en remercie. Ouais. Comme je vous l'ai dit, je ne me livrerai à aucune déclaration sur les éléments qui sont encore à notre possession. Merci. Allez, pour équilibrer avec une dame. Madame. Moi, ce que je constate, comme j'ai pu vous le dire dans ces quelques propos que j'ai pu vous tenir aujourd'hui, c'est que l'arrivée des services de police est concomitante avec les services de surveillance du musée et que c'est cette arrivée quasi immédiate dès que l'alerte est donnée qui a empêché les malfaiteurs de mettre le feu au camion nacelle qu'ils avaient utilisé et qui, évidemment, nous a donné l'opportunité de réaliser sur ces véhicules un certain nombre de recherches de traces et de preuves. Voilà. Merci beaucoup. Et